Savoie Tov et bienvenue au Shiur de Perek Vav, le sixième chapitre de loi de Shrita. On va découvrir ensemble Bezrat Hashem et on se trouve dans la dernière ligne droite avant la fête de Shavuot et donc c'est un moment dans lequel il faut intensifier encore plus l'étude de la Torah et spécialement dans l'étude de la Halacha, que c'est toute la base de la Torah orale. Donc au moment de Matan Torah, Hashem nous a donné non seulement la Torah écrite, mais également la Torah orale. כללותיה ופרטותיה בתקתוקיה, כולם נאמרו למשה בסיני. La Torah a été donnée à Moshe dans Mont Sinaï, que ce soit les règles, que ce soit même les détails des détails. Alors là, on nous dit dans la première halakha, par rapport aux différentes lois des animaux qui sont finalement pas cachers, malgré qu'on a fait l'abattage rituel, on a fait la shrita, mais ces animaux, lorsqu'on va faire le check du cache-route, on ouvre à l'intérieur et on va voir qu'il y a différents cas dans lesquels, malgré la shrita, l'animal ne sera quand même pas caché. Alors, le Rambam commence avec les différents cas. Nekuva, Keitzat. Achad asar evarim hem, she'im nikav echad mehem bevet chalalo b'mashu, trefa. ואלו הם, הרבץ הוושת, וקרום של מוח הראש, והלב עם הקנה שלו, והמרה, קנה הכבד, והקיבה, והכרס, והמסוס, ובית הכוסות, והדקים והריאה עם הקנה שלה. Alors, s'il y a un organe qui n'est pas, qui a un trou, qui est percé, c'est très fin. Cet animal-là est considéré un animal qui ne pourrait pas vivre. Même sans la shrita, l'animal serait quand même mort. Et donc, l'animal ne serait pas caché, c'est ça ce qu'on appelle taref. Alors, dans quels organes est-ce que le trou nous dérange? C'est uniquement dans les organes qui sont sensibles. Et même ici, il énumère 11 organes. Alors, donc il dit déjà dans l'œsophage, le vachette. Alors, s'il y a un trou dans l'œsophage, déjà c'est problématique, c'est trop sensible. Comme je marche la roche, donc c'est dans la couverture du cerveau qui est dans la tête, le cœur, ainsi que l'artère qui mène au cœur. Et ensuite, le foie, la keva, c'est la partie interne de l'estomac, donc la caillette de l'estomac, la partie extérieure de l'estomac, le bêta-kosot, le feuillet, donc le feuillet et l'intestin, ainsi que les poumons avec le tube qui ramène l'oxygène vers le poumon et depuis le poumon. Alors, ça, c'est les 11 organes généraux. Maintenant, il va rentrer dans les détails de chaque. תרבץ הוושת, קבענו שיעורו של מקום נוושת שאינו ראוי לשחיטה למעלה, אם ניקב לחללו במשהו טרפה. Alors, qu'est-ce que c'est tarbetz havéchet? Donc, c'est l'extrémité de l'œsophage. Donc, c'est la première chose qui est mentionnée parmi les 11 choses. Alors, c'est l'endroit qui est trop haut qu'on n'a pas le droit de faire la shrita là-bas. La shrita doit être plus basse que cet endroit-là. S'il y a là-bas même un trou minime, l'animal est déjà taref. Maintenant, on passe au deuxième cas. On avait dit que c'est une partie du cerveau. Alors, quelle partie du cerveau? שני קרומות יש למוח שבראש. אם נקרא בעליון הסמוך לעצם בלבד, הרי זו מותרת. אם נקרא בתחתון הסמוך למוח, זה יפה. כשהתחיל המוח להימשך לשדרה, ומחוץ לפולין של תחילת העורף, יהיה לקרומו דין אחר. אם נקרא חוץ לפולין, מותר. המוח עצמו שנקרא נתמך במקום קיים כשרה, ונשפך כריים כדונג, טרף. Alors, le cerveau, il est divisé avec deux petits chromotes, deux petits membranes. Maintenant,
le supérieur qui est juste en dessous de la squelette, alors celle-là, elle n'est pas problématique, même s'il y a un petit trou, l'animal restera en vie. Tandis que si la membrane inférieure qui est juste à côté du cerveau, si elle a un trou, alors elle sera très forte. L'animal ne serait pas caché. Maintenant, le cerveau, il est donc dans le crâne et ça se prolonge vers la colonne vertébrale qu'il y a à l'arrière du crâne de l'animal. Alors, si ensuite il y a un trou qui est à l'extérieur des glands que je trouve dans la tête et que c'est déjà au début de la nuque, alors si c'est à l'extérieur des glands, c'est déjà plus critique et l'animal va rester caché. Maintenant, s'il y a c'est un problème dans le cerveau lui-même, le cerveau de l'animal, mais que la membrane, elle est restée euh, intacte, dans ce cas-là, ça serait caché, tandis que si la membrane a un trou, ou bien si elle est devenue comme du liquide, au lieu d'être là forte et protectrice, c'est un rêve, vu que cette membrane-là, elle est critique pour le fonctionnement du cerveau. La halakha dalet nous dit Alev shenikav lebet halal. Maintenant, on passe au troisième cas, le cœur. S'il y a un trou dans le cœur, ben halal gadol shebasmol, ben halal katan shebayamin, trefa, אבל אם ניקב בשר הלב ולא הגיע לחללו, מותר. פני הלב הוא המזרק הגדול שיוצא ממנו לריאה, הרי הוא כלב, אם ניקב לחללו במשהו, trefa. Alors, il dit comme ça, il dit que donc dans le cœur, il y a ici trois parties du cœur. Donc, il parle déjà du côté droit et du côté gauche, dans le cœur. Il dit, dans ça, il n'y a pas de différence entre le côté droit et le côté gauche du cœur. Dans les deux cas, l'animal serait très facile, il y a un trou. Mais attention, le trou doit être dans le halal, dans l'espace qu'il y a dans le cœur. C'est-à-dire, le cœur, en fait, c'est comme une poche. Alors, la poche elle-même, c'est-à-dire la chair de la poche, ça, c'est pas problématique, c'est un petit trou dedans. Par contre, ce qui est problématique, c'est s'il y a un trou dans pas juste pas dans la poche, mais au-delà de la poche, dans le cœur lui-même. Et donc, si dans la cavité du cœur lui-même, il y a eu un problème, il y a eu un trou, ça rend l'animal taref. Et le kné à lèvres, alors l'artère, on parle ici d'une grande artère, il précise le grand artère, euh, qui va depuis le cœur vers les poumons. Alors ça, c'est l'artère principale. Un trou là-bas, c'est comme si c'était un trou dans le fonctionnement du cœur même, et donc l'animal serait taref. Alachahé, alach numéro 5, Mara shenikva techatev sotamta. Muter. ואם לא נסתם הנקב, אבל פי שהוא סמוך לכבד, רפא. נביאה שנמצאת במראה, היא יותר כמו גרעינה של תמרה שאין ראש אחת מותרת, ראש אחת גרעינת הזית אסורה. שנקרא אותה שנכנסה בזה שלא ייראה הנקב, בין שהוגלד פי המכה. Alors, donc, dans la halakha 5, il parle d'un scénario très intéressant, que d'une part, il y a un trou dans la mara, donc mara, c'est un des organes qui se trouve à l'intérieur de l'animal, le vésicule biliaire. S'il y a un trou dedans, mais que de l'autre part, il y a la foi de l'animal qui bouche le trou, alors le fonctionnement de l'animal pourra rester pareil et c'est permis. Mais si c'est un trou qui n'est pas repouché, alors le trou rend l'animal taref. Maintenant, si on a retrouvé une niville, on a retrouvé un noyau dans la mara, dans ce vésicule biliaire. Alors,
Ça dépend quelle est la forme de ce noix, ça dépend s'il y a un pic ou pas. S'il y a un pic, alors ça a certainement fait un trou. Donc euh, si je retrouvais un noyau quand j'ai découpé l'animal, et que le noyau a un pic, un de ces côtés qui forme un pic, alors là, ça a certainement fait un trou, et donc ça va rendre l'animal taref. Même si je ne retrouve pas le trou, il dit, c'est possible que la blessure, elle a cicatrisé pour l'instant. En tout cas, l'animal a été peut-être très fort au moment de la shrita. Halacha Vav, l'halacha numéro 6, לקני הכבד בין המזרקים שבהן אדם מתבשל. אם ניקב אחד מהם במשהו טרפה. לפיכך, מחט שנמצאת בחיתוך הכבד, אם הייתה מחט גדולה, והיה קצה אחד שלה לפנים, וידוע שנקבה כשנכנסה. ומהראש העגול לפנים, רואים דרך סימפונות הלכה ומותרת. הייתה מחט קטנה, הרי היא טרפה, מפני ששני ראשי החדים ודאי נקבו. והיא נמצאת בסימפון הגדול שבכבד, והקנה הרחב שבאמצעו שנכנס המאכל לכבד, הרי זו מותרת, פסע הכבד שהיא תלייה מותרת. Alors, les knakaved, les vaisseaux de la foi, donc c'est les vaisseaux qui mènent le sang, les vaisseaux sanguins qui se trouvent dans la foi, dans lequel le sang est cuit, c'est-à-dire le sang il est traité en passant par le foie. Alors, si un de ces vaisseaux a eu un trou, alors c'est un rêve. C'est pour ça que si on retrouve, c'est pour ça que si on va retrouver même une aiguille qui se trouve dans la foie de l'animal, alors si c'est une aiguille qui est assez grande et que je considère que pour entrer, elle a dû faire un trou, alors je considère l'animal taref. Mais ça, c'était uniquement si je voyais qu'il y avait le côté avec le pic vers l'intérieur. Dès que si c'était le côté sans le pic, il y a un côté qui est plus arrondi vers l'intérieur, alors là, on peut considérer que ça n'a pas rentré, ça n'a pas rendu la foie ni les vaisseaux sanguins bref. Et je peux aussi supposer que sûrement que c'est rentré à l'envers et donc c'est rentré sans perforer les vaisseaux sanguins. À la chazaïm, keva shenivva, בחלב טהור סותם את הנקב, מותרת. אחרי כל נקב של הבשר או החלב מומתר באכילה סותם אותו, הרי זה מותר. חוץ בחלב הלב הכיס שעל הלב כולו והמחיצה שבאמצע הבטן מבדלת בין איברי המאכל ואיברי הנשימה, וישקורין אותה ואחר כך תראה הריאה, נקראת תרפש הכבד, במקום הלבן שבאמצעה, בחלב המעי האחרון, שברים אלו אין מגינים, כפי שהן קשים, נקב שנסתם אחד מהן אינו כסתום, וחלב חיה שכנגדו בבהמה אסור אין הסותם, אפילו כפי שמותר באכילה. Alors, la même règle qu'on avait discuté avant, que s'il y avait un trou, mais que finalement le trou il est bouché par un autre organe, ça rend sa cachère, il dit la même règle, c'est pour la keva, donc pour la caillette, l'animal qui a eu un trou, c'était perforé, mais il y a du chelev, il y a une graisse permise à la consommation. On va préciser permise parce qu'il y a d'autres graisses qui sont interdites. Il y a une des graisses qui est permise à la consommation qui bouche le trou, c'est moutarde. Mais quelles sont les graisses qui sont pas permises? C'est une graisse du cœur, une graisse de la poche, de la membrane qui entoure le cœur, la graisse qui fait la séparation entre les membres digestifs et les membres respiratoires. Alors, ces graisses-là ne sont pas cachères à la consommation, donc ils ne peuvent, en l'occurrence, ne pas servir comme bouche-trou pour un trou dans un organe qui est critique pour que l'animal ne soit pas taré. Halacha chet. On passe maintenant
au cas suivant, caresse, shenkav, trifa, ואין הדבר שיסתום אותו, שהחלף שעליו אסור. לכן המשוש ובית הכוסות שניקב אחד מהם לחוץ, טרפה, ניקב אחד מהם לתוך חלל חברו, מותרת. Alors, si le panse de l'animal, donc si l'estomac il a eu un trou, alors c'est taref. Et même si c'était bouché par autre chose, ça reste taref, vu que la graisse qui se trouve sur lui, qui peut donc boucher s'il y a un trou qui était perforé, c'est une graisse qui est interdite. On a déjà dit la règle dans la halakha précédente que les graisses interdites ne peuvent pas servir comme bouche-trou pour permettre à l'animal de ne pas être considéré dans le statut de taref. Maintenant, de la même façon, alors le mesos c'est betakosot, donc le feuillet, le betakosot, les bonnets qui se trouvent dans le système digestif, que s'il y a un d'eux qui a un trou, à l'extérieur d'eux c'est taref, même s'il serait bouché par autre chose, vu que les graisses qui se trouvent autour de ce système et de la graisse qui est pas cachère, tandis que si c'était entre les deux qui sont un sur l'autre, les deux sont cachères, que ce soit le feuillet ou que ce soit le bonnet, ils sont les deux cachères. S'il y a un trou entre les deux et que l'autre bouche le trou, c'est permis. À la khatet. Bachat שנמצאת בעובי בית הכוסות כשרה, אם נקבה נקב מפולש, בתוך חלל בית הכוסות, זה טיפת דם במקום הנקב, טרפה שוודאי קודם שחיטה ניכר, אבל אם אין דם במקום הנקב, הרי זה מותרת שמאחת שחיטה דחקה המחט ונקבה. Alors, cela vous trouvez une aiguille dans l'épaisseur des bêtes à cossot, donc des bonnets, mais c'était juste d'un côté, ça n'a pas perforé entièrement le bonnet. C'est cachère, mais si ça a perforé entièrement, jusqu'à ce que c'était pas juste dans la paroi du bonnet, mais c'est rentré à l'intérieur du bonnet, alors là, ça dépend si on trouve du sang ou pas. Si on trouve du sang, c'est sûr que c'est taref, parce que c'est certainement avant la shrita que ça a déjà eu lieu, que ça a perforé entièrement, que c'est rentré dans l'espace du bonnet, pas juste dans la paroi extérieure. Tandis que s'il n'y a pas retrouvé de sang, alors là, c'est permis parce qu'on peut considérer que avant la shrita, l'aiguille était uniquement sur la paroi extérieure du bonnet de l'animal et ensuite, c'est après la shrita, quand l'animal est tombé, etc. Alors, c'est après la shrita que l'aiguille, elle a continué son chemin et qu'elle a perforé entièrement pour entrer dans l'organe même. הלכה י' במה שליטה דרש נוקב בני מאה גם קוראת שחילתית וכיוצא בו טרפה שוודאי נוקב, והיה ספק נוקב, ספק אינו נוקב, תיבדק. Alors, s'il y a un animal qui a avalé quelque chose qui est nokev, quelque chose qui perce, qui perfore ses intestins, par exemple, certaines graines, chiltit, c'est une plante qui est très piquante, mais qui a également une forme en tant que pic, une forme de pic, et donc ça va certainement rendre l'animal taref. Alors, dans ce cas-là, l'animal est taref, vu que je l'ai vu qu'elle a avalé cette chose-là avant la shrita. Si c'était une chose, que c'était un doute, il faut quand même vérifier. On ouvre les intestins et on vérifie est-ce que ça a percé ou pas. Alors, poursuit le Rambam dans la halakha du Daref la halakha 11, כל אחד מן המעיים שפסולת המאכל סובבת בהן, וכן דקין שניקב טרפה. יש בין מוקפין ומוקפין, זו לפני מיזוג, וזו לפני מיזוג בעיגול כמו נחש נכרך, ואינו נקרא הדרקנה. אם ניקב אחד מן חברו כשרה, ואין חברו מגן עליו, ומעיים שנקבו לך סוטנטן, טרפה שזו סתימה עומדת. Alors, encore une chose qui est très, très importante à savoir, c'est toutes les parties des intestins où il y a des déchets d'aliments qui tournent autour. Alors, ça s'appelle dakin. Même si il y a un trou et que le trou serait a priori couvert et bouché par des autres choses, par exemple,
par les aliments et par les déchets qui sont en voie de rentrer, de sortir, alors ces tréfas, ça ne s'appelle pas ça ne s'appelle pas un bon bouchon qui peut combler le trou. Maintenant, si c'était des intestins, celles qui sont enroulées sur elles-mêmes comme des spirales, et que elles-mêmes recouvrent sur elles-mêmes, l'intestin, vous savez, il y a des parties de l'intestin qui sont comme des spirales, alors là, c'est considéré comme un bon bouchon. Maintenant, si l'endroit est perforé et, et l'intestin, au lieu où c'est perforé, le trou est bouché avec une mucose, avec une lecha, alors ça reste à rêve. Pourquoi? Parce que quand on bouche un intestin, ça doit être bouché par une partie du corps d'animal, par un autre intestin, par un autre organe. Mais de boucher avec avec des déchets, ou bien de boucher avec des mucoses, c'est pas considéré comme une bonne couverture, vu que ce n'est pas une stima omedet, ce n'est pas un bouchon qui va tenir, qui va rester. Halacha Yudbet. בדבר האיש בזה וכלב הגוי וכיוצא בנו תלן, היינו קובעים שאחר שניחן, תולין בו, מותרת ואומרים שבמקום נקב ניקב. נמצאו לקובעים, ולנדע מקודם שחיטה לקבוע אחר שחיטה, נוקבים בהם נקב אחר, ומתאמין לו, אם היה נקב הראשון קיבותו כשרה, ונבנן שינוי קודם שחיטה ניקב ודחפה, וישושו בידיים נקב הספק, כעשר למשמש בנקב שמתאמין לו, ואחר כך אוכל. S'il y a un loup, un chien ou un goy qui est venu et qui a pris un de ses intestins, et après on voit, ah, il y a un trou. Alors, on considère que le trou a été sûrement fait par ces différents animaux ou par le goy, et que ce n'était pas fait avant la shrita. Si maintenant, on arrive, disons, on a fait la shrita, et on revient plus tard, faire le check, et on voit qu'il y a un trou. Mais on n'est pas sûr que le trou est venu d'avant, la shrita, ou bien quelqu'un d'autre est passé, et le trou a été fait par un moyen ou un autre après la shrita. Alors, solution simple, on fait encore un autre trou à côté. Et on compare. Si les deux trous sont pareils, sont identiques, c'est certainement que le trou était fait après la shrita. Mais si les trous sont différents, c'est certainement que le trou d'avant était depuis avant la shrita, vu que un trou qui est fait du vivant de l'animal et un trou qui est fait après sa mort ne serait jamais identique. Si on avait touché avec les mains un des trous, alors il faudrait aussi tapoter l'autre, parce que quand on touche avec les mains, effectivement, ça change aussi la forme du trou. La halakha י"ג, הלכה 13, בני מים שיצאו לחוץ מהביקור מותרת, ולהתהפכו אבל בשביל לקבוע טרפה שאפשר שיחזרו כמו שהיו, אחר שנתהפכו, ואינה חויה. Alors, si les intestins sont sortis à l'extérieur, n'ont pas été percés, perforés, l'animal est permis, mais s'ils sont retournés sens dessus, dessous, entièrement, alors là, c'est impossible que ce soit pas de tréfa, donc là, ça serait interdit. הלכה י"ד, המעי האחרון שהוא שובל ואין בו עיקום, שלא יוצא בו מן הרחבה, ודבוק ונקרא הירחיים, ונקרא חלו חלת. אם נקרא במשהו טרפה, כשהמעיים עמד במאמרים שנקרא בחלל הפטן, נקרא במקום הדבוק ביחתיים מותר, אפילו ניתן ממנו במקום הדבק כולו, מותר שישתיים מחקו בשור, כמו באצבעות. La dernière partie de l'intestin, elle est droite, et c'est là-bas que ça sort directement, et elle est collée aux deux côtés, sur les hanches, ça s'appelle chalochelet. J'oublie comment ça s'appelle en français. Le chalochelet, c'est la dernière partie, là où il y a les excréments qui sortent finalement. Le rectum. Alors, cette partie-là, s'il y a un trou, ce sera également très fort comme les autres parties de l'intestin. Mais ça, c'est uniquement s'il y a un trou qui va ça, c'est uniquement si le trou il va aller vers l'endroit où on rentre dans le halal bête, dans le ventre. Par contre, s'il y a des trous qui sont vers les hanches, alors ce côté-là n'est pas critique pour la vie de l'animal, et l'animal va rester caché et pas tarif. Maintenant, jusqu'à là, on a passé
on a parlé des différentes lois par rapport à Trifa pour les behemoth, pour les bêtes. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a par rapport aux volailles? Est-ce que ça serait pareil? Poursuit le Rambam dans la Halakha 15 pour justement développer par rapport aux volailles. העוף אין לו קרס ולא מסוס ולא בית הכוסות, אלא יש לו כנגדן צפק וכוך כיוון. בכל הטריפות של אבותיהם, בבהמה חיים העוף צפק שניקב גגו במשהו, ואיזו גגו של צפק, זה שפתח מבשת כשאריך העוף צווארו אשר הזפק שניקב מותר. Alors, il y a certains organes que l'oiseau n'a pas. Il n'a pas ni la panse, ni le massous, ni le feuillet, ni les bêta-cossonnes, ni les bonnets. À la place de ces choses-là, il a autre chose. Il a le zefek et kourgevan. Et donc, il a ces deux membres, où il y aura également la poche avec la nourriture qu'il mange et le processus qui va prendre en charge la nourriture qu'il mange. Donc, ça s'appelle Zefek et Kourkevan. Alors, toutes les règles de Taref qu'on a dit par rapport aux animaux sont pareilles pour les volailles. Et s'il y a un trou, même un trou quelconque et minime, qui se trouvait dans la partie supérieure du Zefek, donc du jabot, c'est Taref. Et quelle est la partie supérieure? C'est la partie qui s'étend, vous voyez, le chochet, lorsqu'il prend le volaille, il va toujours étirer un peu la gorge. Alors, la partie qui s'étire, c'est la partie qui est considérée supérieure. Tandis que la partie qui reste comme elle est dans le corps de l'oiseau, alors cette partie-là, c'est pas considéré la partie supérieure. La partie supérieure, c'est quand on étire un peu le cou, cette partie aussi, elle s'étire un peu. Ça, c'est considéré la partie supérieure. Et là-bas, c'est problématique. S'il y a un trou quelconque, ça devient taref. הלכה 16, שני כיסים נשבע כוכבן, החיצון אדם כמו בשר, והפנימי לבן כמו אור, נקרב זה בלא זה מותר, נקרב שניהם משהו, ולקרב שניהם נקרב כנגד זה מותר. Alors, dans le gésier, la poche là où il y a tous les aliments après qu'ils ont été processés dans le volaille, elle a deux poches là-bas. La poche extérieure, elle est rouge. La poche intérieure, elle est blanche. S'il y a un trou dans un des seuls des deux, ou bien dans un des deux, mais pas à la même hauteur, c'est permis. Mais s'il y a un trou qui a perforé les deux ensemble, à la même hauteur, là, ça serait interdit. Alors, אלא יש לנגב שלו שיעור, ששווה בכולו, כיצד התחול של ראשו האחד העבה והשני ניתק, קיבלת הלשון, אם נקב בראש העבה נקב מפולש תחפה, כאן נקב שמפולש נשאר תחתיו וקובי דינה של זהב מתארת, ואחרות מכאן, הרי כמפולש הוא טרפה. Alors, le troll. Alors, le troll, ça se traduit par la rate. La rate, c'est pas énuméré par tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Là, on a déjà passé les 11 organes que même si un trou minime, c'est pas cachère, c'est taref. Pour le troll, là-bas, il y a quand même une mesure, c'est pas un trou minime qui le rend taref, mais c'est une mesure spécifique. Et quelle est la mesure spécifique? Elle dit en vérité, la rate, elle a la forme comme une lampe. Alors, il y a un côté qui est plus épais que l'autre. S'il y a un trou dans le côté qui était épais, mais qu'il y a quand même l'épaisseur d'une pièce d'or qui est restée, c'est permis. Mais s'il y a moins que l'épaisseur d'une pièce d'or qui est restée, alors c'est considéré un trou qui rend sa tablette. Alors, il traite à collège manu boshulika b'mashu trefa, car il est tel couleur trefa. Mais j'ai dans le becholi, au payad, et puis j'ai fait j'ai un chasser, je n'ai pas acheté barim à ever, un vache collecteur, il y a tout le chachou. Tout les qu'on a dit que s'il y a un trou quelconque, ça rend l'animal taref. C'est pareil que s'il manque entièrement ce membre, qu'il soit manquant à cause d'une maladie ou parce que l'homme l'a enlevé, ou bien qu'il ait été créé dès le départ avec ce membre manquant,
c'est pas cachère. Également, s'il a un membre supplémentaire ou un organe supplémentaire parmi ces 11 choses qu'on a énumérées qui rendent l'animal taref, alors l'animal serait aussi taref, puisque dans ces choses-là, on dit que chaque chose qu'il y a en trop, c'est comme si il était manquant. À la 19, il va expliquer comment se faire. כיצד? ניתן לאחד מהמעיים או המראה וכיוצא בהן, בין באור ובמימי הטרפה, וכן נמצא בין שתי מריבות או שני מעיים טרפה, וכן כל כיוצא בהן, אבל אם ניתן הכל, או שנמצאו שניים מותרת, שאינו מכלל המנויים. Alors, quel est le cas? Si l'un des intestins, ou bien le vésicule biliaire, que ce soit dans les volailles ou dans les animaux, était très fat, ou bien s'il en trouvait deux. Il en trouvait deux intestins ou deux vésicules biliaires, ça sera taref. Par contre, si on parle de du troll de la rate, ce qu'on avait dit avant que là-bas c'est juste si c'était un trou qui restait pas l'épaisseur, plus l'épaisseur d'une pièce d'or, mais si c'était juste un petit trou minime, ça reste cachère. Alors là également, s'il y avait deux ou bien si c'était manquant, alors là, ce serait permis. Halakha 20, dernière halakha de ce chapitre, mais Iyayata shetaref bo behema, ויתם מתחילתו בצפון, שנמצאו שני מעיים זה בצד זה מתחילה ועד סוף. כי מעי העוף, או שהיה מעי יוצא כענף מן הבד, והרי הוא מובטל, בין בעוף ובין בבהמה. אבל אם חזר להתערב עם המעי, וזה אחד משני ראשיו, הרי שנינו מודלים באמצע, זה מותרת, ואין כאן יותר. Quand est-ce qu'on a dit que s'il y a deux intestins, il y a un intestin supplémentaire, donc, ça rend l'animal taref, c'est uniquement si c'est vraiment deux intestins depuis le début jusqu'à la fin, mais si ils sont attachés au début et à la fin, mais c'est juste au milieu qui se séparent en deux, mais ils sont reliés quelque part au début ou à la fin, alors c'est considéré comme un grand intestin et l'animal reste toujours caché. Et juste cette dernière halakha nous donne aussi une leçon pour nous. Si une personne, il est attaché, même s'il n'est pas attaché à 100% avec Hachem, mais il suffit qu'il attache le début de sa journée, la fin de sa journée, avec Hachem, même si au milieu, il n'est pas toujours avec Hachem, il a au moins une chance de survie, il n'est pas taref. Taref, c'est si il est entièrement dissocié d'Hachem depuis le début jusqu'à la fin, et là, il est considéré comme une autre entité mise à part d'Hachem. Alors, il y a quelques questions qui sont arrivées. On peut poser une question? Non, deux secondes, il y a des questions qui sont déjà écrites. Ah. Alors, comment est-ce qu'un shochet peut-il différencier avec certitude l'origine d'un orifice qui pourrait rendre la shrita non cachère? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les lois de Bodek, c'est les lois qu'on apprend dans ce chapitre-là, le chapitre actuel, c'est les lois de la bdika, la vérification qui a pris la shrita. Elles sont encore plus complexes que les lois de la shrita. Et il y a deux certificats qui sont indépendants, le certificat de shochet, le certificat de Bodek. Alors, aujourd'hui, bon, les gens, ils deviennent de plus en plus multifonctionnels. Alors, il y a une grande majeure partie des shortim qui sont également botkim, mais c'est deux choses différentes. La façon classique et traditionnelle, c'est tout d'abord d'apprendre à être shochet, et ensuite d'apprendre à être bodek, qui nécessite une connaissance beaucoup plus poussée. Alors, donc, c'est un métier en soi, d'être bodek. On vérifie chaque bête. Si vous vous demandez pourquoi est-ce que le cachet est plus cher, alors c'est beaucoup pour cette raison-là. Il faut avoir un shochet, mais ensuite, il faut aussi soit la même personne qui prend du temps supplémentaire pour faire la bdika, il faut vraiment décortiquer, contrôler certains organes, voir s'il y a un trou ou pas. Et concrètement, dans les usines d'aujourd'hui, on fait ça très simple. S'il y a le moindre doute, on considère que c'était venu depuis avant la shrita et on ne vend pas cachère. Alors, juste pour avoir une idée, j'ai vu une fois un bodek qui faisait l'abdika pour la cache-route
de mon oncle, Rav Avram Baruch Pevzna de Paris. Et il m'a dit que sur 100 bêtes, sur 100 vaches, il y en a juste 5 qui sont sortis avec le tampon de mon oncle. Après, il y a des autres rabbins qui ont accepté des autres. Mais lui, il était ultra strict. Il en a accepté juste 5 qui étaient parfaites, sans aucune question, sans aucun doute. Après, il m'a dit, après, il y avait encore une quinzaine, vingtaine qui étaient pris par un autre rabbin qui a dit que bon, lui, pour lui, ça suffit, c'est assez poussé. Mais voilà, après, il y a aussi une partie qui reste chez les goïms. Alors, une chose très intéressante, c'est que, est-ce qu'on a le droit de vendre un animal taref? Alors, le taref, ça fait pas partie des interdits de profit. Pas comme Bassam et Khalav, pas comme Kilaïm, pas comme Hametz à Pessah. Donc, de base, on a le droit de profiter. Mais par contre, de faire du commerce, c'est déjà problématique. Les Chachamim, malgré que de la Torah, j'ai le droit de profiter, les Chachamim nous ont interdit de faire du commerce avec des tréfonds. Alors, pour pas entrer dans les questions, alors, une des pratiques très communes que les rabbins font, c'est que on va chez un goy. Le goy, c'est lui qui est le propriétaire de tous les 100 bêtes. On va faire la shrita aujourd'hui. Et ensuite, je vais acheter du goy uniquement les bêtes qui sortent cachères. Et les bêtes qui sont à ref, alors c'était au goy dès le départ. Moi, je l'ai rendu le service. Voilà, maintenant, les bêtes, ils sont déjà morts, ils sont déjà tués, il pourra se prendre pour les revendre. Mais c'est pas que j'achète et je revends. Une fois que c'est à ref, la façon la plus glade cochère, c'est dès le départ, ça appartient au goy. Et comme ça, ce qui n'est pas caché, ça reste chez le goy. Merci, Rav. Merci beaucoup. D'accord, Baruch, mais bon, c'est des lois qui sont très, très complexes. Vous savez que jusqu'à ce qu'on ne voit pas les bêtes, et on peut vraiment faire l'étude pratique et décortiquer et voir chaque chose plusieurs fois, alors c'est un peu abstrait parce que même si on a tous appris à l'école les différents organes des animaux, mais quand on le voit de façon pratique et lorsqu'on apprend exactement, et quand on voit qu'est-ce que c'est le trou et quelle est la différence entre le trou qui est fait avant et le trou qui est fait après, tout ça, c'est l'exercice qu'il faut voir à l'œil pour pouvoir voir est-ce que le trou, c'est un trou qui vient de se faire ou un trou qui était du vivant de l'animal. Bon, et voilà, ici, vous avez, dans ce chapitre, vous avez la base de tout. Les 11 organes qui sont vitaux, s'il y a un trou quelconque qui n'est pas bouché par un autre organe, donc bouché de façon permanente, ça rend l'animal entier taref. Et donc là, ça serait pas cachère. Vraiment, il faut que l'animal soit vraiment dans un très bon état pour pouvoir faire l'état et l'élever et que ça devienne finalement kadosh lorsqu'on va le manger. Et avec cette énergie de l'aliment, on va l'élever dans la Torah mitzvot et dans les bonnes actions. Alors, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Petite question. Profite pour remercier Baruch. Merci, Baruch. Il a déjà fait des centaines de vidéos. Je pense que là, on a déjà largement dépassé le chiffre 300 vidéos. Et chaque vidéo, vous ne vous rendez pas compte le temps que ça prend. Déjà, il est là au shiur, il est là avant le shiur, il est là après le shiur. Bravo. C'est quelques heures. Donc, c'est 300 fois 3 ou 4. Il fait une sacrée performance. Hein. Donc, c'est plus que 1000 heures que Baruch a investi pour la diffusion du Rambam. Je suis certain que le scout du Rambam. Faut pas oublier qu'il n'a que 13 ans. Non, je rigole. Ainsi que le scout du Rabbi qui a instauré cette étude. Ça ramène beaucoup de parachat à Baruch. Bravo, Baruch. Bravo. Non, il faut le dire parce que vraiment, c'est une sacrée performance. Ouais, il faut surtout l'encourager parce que c'est pas fini. Oui, mais déjà, il reste encore c'est vraiment 2 tiers. Bon, je peux poser ma question? Pose ta question. Je crois que M. Raymond, il avait une question aussi. Et comme tout à l'heure, il en avait une aussi. Je ne voudrais pas lui passer devant. Vous avez une question, M. Raymond? En fait, oui, je voulais juste savoir, quand vous parliez d'un trou, d'un orifice, et vous aviez parlé d'une pièce d'or, c'était quoi? C'est le diamètre d'une pièce d'or? L'épaisseur. Une épaisseur de la pièce d'or? Et qu'est-ce que ça peut représenter, l'épaisseur d'une pièce d'or, selon vous? Alors,
l'épaisseur d'une pièce d'or. Alors, il y a un Rashi dans la Torah qui nous dit là-bas que quelle était l'épaisseur minimum de l'or qu'il y avait dans les ustensiles du Beth Amikdash. Alors, Rashi, là-bas, il dit que l'épaisseur minimum, c'était sûrement un tefach. Et il y avait une personne qui a écrit une lettre au Rabbi, j'ai lu la lettre. Il dit, mais Rabbi, mais Rashi n'a aucune source. Dans la Torah, c'est juste écrit de faire de l'or. Mais il y a certaines choses comme le Aaron. C'est écrit quelle est la taille du Aaron. Le Shulchan, c'est écrit quelle est la mesure du Shulchan. Mais ensuite, l'épaisseur de chaque couche d'or, ça c'est pas écrit à chaque fois l'épaisseur. Il y a un ustensile, je sais pas, une marta, il y a une pelle. C'est pas écrit l'épaisseur. Alors, d'où est-ce qu'on sait quelle est l'épaisseur exacte? On m'a dit que Rachid a simplement vérifié quelle est l'épaisseur nécessaire pour pas que ça se torde. Parce que finalement, pour avoir un ustensile, c'est pas juste pour que ça soit dans une vitrine, mais pour que ça soit vraiment fort et que ça puisse rester permanente, alors il faut que ça soit, il faut quand même que ce soit épais. Maintenant, par rapport à l'épaisseur d'une pièce, alors plus qu'une pièce, elle est plus petite, alors c'est certainement une seora ou deux seora. Toute seora, c'est la taille d'un grain d'orge. Donc, sûrement qu'une seule seora, donc c'est à peu près l'épaisseur de quelques millimètres. Peut-être 5 millimètres, ça doit suffire. Vous êtes un homme riche, Rêve, alors. si vous savez que ça fait 5 millimètres. C'est-à-dire, dans chaque chose, il faut regarder l'épaisseur que ça prend. Donc, l'épaisseur d'un ustensile qui est grand, Rachid dit que c'est l'épaisseur d'un tefach. Mais là, une pièce, beaucoup plus petit. Donc, il faut regarder l'épaisseur d'une pièce. L'épaisseur d'une pièce, c'est l'épaisseur d'un orge, 2 orges. Ouais. En fait, c'était pourquoi une pièce d'or? Enfin, pourquoi l'or? Enfin, voilà, c'est un matériau précieux du coup. Pourquoi l'or et pas l'argent et pas je sais pas, d'autres matériaux, enfin d'autres métaux? C'était ma curiosité. Ça, c'est déjà une raison kabbalistique. Pourquoi est-ce que le Rambam parle spécifiquement d'une pierre d'or? Je sais pas. Il y a sûrement une raison profonde. Mais dans le sens pratique à l'Afrique, il a voulu donner une mesure que tout le monde connaissait. Tout le monde, chacun avait chez soi une pièce. Chacun connaissait en tout cas l'épaisseur d'une pièce. Donc, il voulait donner un cas et une description précise et claire. Super. Merci. Et merci à Richard de m'avoir laissé la parole. Non, mais c'est normal. Ravi, Lévi, je voudrais revenir sur le petit problème de la poche autour du cœur là que l'on peut trouver. D'abord, est-ce que ça représente ce qui entoure le cœur, c'est-à-dire le péricarde, ou il s'agit d'autre chose? Parce que nous, en acupuncture, on apprend que justement, on se sert de cet organe pour justement tonifier le cœur, parce que parfois, c'est plus facile que de passer par le méridien du cœur lui-même. Et donc, pourquoi ça serait la bête resterait cachère en ayant un trou dans cette poche, alors que dans le cœur lui-même, ça le rend non valide, non cachère, quoi. Alors, ce qu'on a vu, c'est que la poche qui est autour du cœur. Alors, quand on parle de la poche qui est autour du cœur, il y a deux choses. Il y a la poche qui est autour du cœur et ensuite, il y a également les graisses qui sont autour du cœur. Maintenant. Donc là, on ne parle pas du péricarde, alors. Alors, si, je pense que oui. C'est autour du cœur, le péricarde. C'est autour du cœur. C'est le membre ça, c'est la poche qui est autour du cœur. Voilà. C'est ce qui protège le cœur. C'est comme un sac. Alors, c'est de ça qu'on a parlé dans l'halakha. Ça, c'est vital. Donc, s'il y a un trou dedans, ça rend l'animal taref. Et on a dit que l'animal est tellement taref que s'il y a un trou et après le trou, il est bouché, mais par une graisse qui n'est pas consommable, alors ça reste pas cachère. On a dit que la règle, elle est que pour boucher un trou, il faut que ce soit bouché uniquement par une graisse qui est cachère, qui est consommable. Alors oui, effectivement,
cette poche-là qui est autour du cœur, elle est aussi importante. Et donc, cette poche-là aussi, Et oui, s'il y a un trou, ça rend l'animal tarif. Oui. voilà, d'accord. Ok. Rabbi, je voudrais une précision aussi, pareil, pour les poulets, par exemple. Bon, aujourd'hui, on achète des poulets qui sont complètement ouverts, etc. Donc, le gésier, je suppose que le gésier est contrôlé. Mais si vous achetez un poulet vivant et que vous donnez un shohet, le shohet va le tuer, donc c'est cachère, mais le gésier était contrôlé par la maîtresse de maison une fois que le poulet était plumé, etc. Je me rappelle que ma grand-mère ouvrait pour voir le gésier. Donc, ce n'est pas le shohet qui vérifie le gésier à ce moment-là. Donc, vous Oui, avez fait alors, Bodek et Shrita. Donc, Bodek, pas le chauffeur. voilà. Donc là, le gésier est contrôlé par la personne qui bat le shohet, en fait. Oui, alors, quand tu achètes aujourd'hui une viande dans le magasin, dans le paquet, alors la viande, elle est cachère. Alors, il y a donc c'est contrôlé par une personne responsable qui est Bodek. Il y a maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les complications qui se trouvent dans les animaux domestiques, ils sont beaucoup plus complexes que les complications dans les volailles. C'est pour ça aussi que dans les volailles, c'est presque jamais tarif. Si tu vas faire la shrita à 1000, on va dire, si là-bas, sur 100, il y avait juste 5 qui avaient passé le test pour mon oncle, bon, lui, il était super strict, sûrement qu'il y avait quelques dizaines qui étaient cachères. Alors, dans les volailles, le ratio de cachère est beaucoup plus fort. Le problème dans les volailles est beaucoup plus rare. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est que ça dépend du système. À l'époque, c'était d'une façon. Mais aujourd'hui, lorsque tu achètes le paquet doit être prêt directement à la consommation. Malgré cela, c'est possible dans des cas extrêmes qu'il y ait des problèmes de cache-croûte, même dans des paquets qu'on reçoit avec le tampon. Et c'est des cas qui sont très, très rares. Normalement, une fois qu'il y a le tampon, alors ça doit être OK, mais l'erreur humaine est toujours possible. Si on voit une chose bizarre sur le poulet qu'on a, par exemple, on voit quelque part une partie de l'organe du poulet qui a l'air rouge de façon bizarre. Alors, c'est peut-être du sang, peut-être mal nettoyé, donc il faut le rincer avant, si on voit, par exemple, dans l'os, des fois on voit dans l'os du poulet qu'il y a une partie qui est un peu plus rouge, c'est possible que c'est parce qu'il y avait un des membres qui s'était cassé avant la shrita. Bon, il y a des cas extrêmes dans lesquels il peut y avoir des complications et des erreurs humaines qui étaient faites, vu qu'ils ont des millions et des millions de volailles qui passent chaque année sous leurs yeux. C'est des cas qui sont possibles, mais extrêmement rares. Normalement, aujourd'hui, lorsqu'on reçoit un paquet, par défaut, on peut faire confiance que l'équipe de cache-croûte qui était responsable, ils ont bien fait leur travail, qu'ils ont emballé uniquement ce qui est cachère et validé à 100%. Ma question, c'était aussi, est-ce que en dehors du shohat et du bodek, voilà, est-ce que nous, on peut contrôler quelque chose? Par exemple, supposons qu'en Israël, on achète un poulet vivant, on le donne au shohat, le shohat le tue, il nous le remet. Donc nous, on l'amène à la maison, on le plume, on l'ouvre. Est-ce que oui, toi, oui, tu peux contrôler. Toi. non, mais voilà, non, je veux dire, est-ce qu'on a voilà, c'est-à-dire qu'est-ce que le commun des mortels peut contrôler le gésier à ce moment-là, puisque le shohat n'a pas accès au gésier à ce moment-là, et il faut qu'il contrôle. Donc, s'il n'y a pas un trou, s'il n'y a pas quelque chose, voilà, c'est là ma question. Oui, évidemment, si tu as un poulet ou une bête qui n'est pas contrôlée, alors c'est à toi de le contrôler si tu sais comment le faire. Et si tu sais pas comment le faire, il faut que tu étudies pratiquement. Et après aussi, ça ne suffit pas d'étudier de façon théorique. Il faut au moins une fois que tu ailles voir un rave ou un bodek qui a l'expérience et tu le montres, tu demandes, voilà, montre-moi une fois comment ce que tu fais. Et comme ça, tu ne te trompes pas parce que tout c'est à la fin là, il faut avoir chimouche. Une Brit Mila, tu peux pas être Moël juste en apprenant la côté théorique. Il faut apprendre la théorie. Ensuite, il faut aller avec un Moël pour faire pratique. Et après qu'on a la pratique, on peut le faire. Sauf faire aussi. Tu apprends la théorie, après, il faut que tu reçoives un Ktav Kabbalah pour faire ça de façon pratique. Et tous les halakhot qui sont avec des choses pratiques, il faut non seulement étudier les lois théoriques, mais il faut ensuite au moins une fois voir comment ça se passe pratiquement et avoir une guidance pratique
pour s'assurer qu'on a bien compris la théorie. Merci. OK. Hazak ou Baruch. Et si Dieu veut, à demain soir, pour le prochain shiur de Ramban, et avant cela, il y aura le shiur de Chassidut, demain soir à 20h, et vous êtes tous les bienvenus. Ce sera un shiur de préparation sur la fête de Shavuot. C'est la grande question qui se pose, quelle est la raison pour laquelle Shavuot, il y a une mitzvah si importante de profiter matériellement. La Gemara nous dit qu'il y a une discussion par rapport aux autres fêtes. Est-ce qu'il faut profiter juste spirituellement ou aussi matériellement? Shavuot, selon toutes les opinions, il faut profiter. Il faut profiter matériellement. Et il y a également une différence halachique entre Shavuot et les autres fêtes. C'est que Pessah et Sukkot, si on veut jeûner pour différentes raisons, on a eu un Tanit Chalom, etc. Alors, on donne des permissions à jeûner plus facilement. Mais Shavuot, on est plus strict. Shavuot, donc, il faut vraiment profiter matériellement. A priori, c'est le contraire. Shavuot, c'est netto du spirituel. Pessah, c'est un remerciement sur un bien matériel. On est sorti de l'esclavage de l'Égypte. Sukkot, c'est un bien matériel. On était protégé avec les nuées, du chaud, du froid et des bêtes sauvages dans le désert. Donc, Pessah et Sukkot, c'est un remerciement matériel. Et on n'est pas tellement strict sur le Oneg Yom et Simchat Yom Tov matériel. Tandis que Shavuot, que c'est du total spirituel, vu que c'est sur le don de la Torah, on dit que le côté matériel est vraiment primordial. Donc, vous êtes tous les bienvenus demain soir au shiur de 20h du Rav, qui va développer sur ce sujet, Bezrat Hashem. Et je vous souhaite tous un Erev Tov et Chazak U'Baruch. Merci beaucoup, Chazak. On remercie Richard qui nous a tous invités pour Shavuot, pour profiter chez lui. Il n'y a pas de problème, avec des gésiers. Donc, pour profiter matériellement de la soirée chez lui. Chazak U'Baruch.